Bonjour, ceci est la leçon 27 du cours Origine et évolution des régimes démocratiques. Nous allons essentiellement dans cette leçon nous demander comment doivent être élus des députés dans un régime parlementaire pour que ce régime, cette façon de gouverner, corresponde assez bien aux objectifs que doivent poursuivre un régime démocratique. Nous avons vu que dans la leçon 15, qu'il y a 3 mécanismes de base pour tenir des élections, les scrutins pluralitaires ou majoritaires qui sont les plus anciens, les modes proportionnels qui sont apparus plus récemment et qui sont les plus répandus aujourd'hui dans les démocraties qui fonctionnent pas trop mal, et le mécanisme de vote à préférence ordonnée qui existe dans un petit nombre de pays comme l'Irlande et l'Australie, et qui est utilisé aussi de plus en plus pour désigner les chefs de parti au Québec et au Canada. Les politiciens canadiens pensent que c'est un bon système électoral pour élire un chef de parti et que ce n'est pas un bon. La plupart d'entre eux s'opposent à ce qu'on utilise le même type de système électoral pour élire les députés. Les citoyens n'ont pas droit à ce qu'on leur propose la même méthode pour élire leurs représentants. Je reviendrai. Dans un régime parlementaire, un bon mode de scrutin doit tenter de satisfaire 2 critères qui ont été annoncés au début de la leçon précédente. Il faut favoriser les prises de décision efficaces en évitant les effets Condorcet et en formant donc un système de préférences transitives. La transitivité des préférences dans la population, ça dépend des enjeux qui sont présents dans la société à un moment donné. Mais ça peut être rendu plus facile ou plus difficile par le mode de scrutin que l'on utilise. Le deuxième objectif qui a été annoncé au début de la leçon précédente, c'est de donner une influence égale ou pas trop inégale à tous les citoyens sur les lois et les décisions gouvernementales. Faire des élus qui soient incités à tenir compte des préoccupations de tous ceux qu'ils gouvernent. Il y a un 3e critère, je crois, qui est important, c'est de permettre aux électeurs d'exprimer sincèrement leurs préférences entre les candidats, les partis ou les enjeux, les options en jeu dans une élection. C'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter, il vaut mieux permettre aux gens de dire sincèrement qu'est-ce qu'ils préfèrent, quel est leur choix, le candidat ou le parti qu'ils préfèrent. Ces 3 critères sont interdépendants. Si un vote est efficace mais n'est pas du tout sincère, ou si un vote est égal mais ne permet aucune prise de décision, il ne correspond évidemment pas à l'objectif que doit viser un régime démocratique. C'est du point de vue du 2e critère, l'influence égale des citoyens, que les modes de scrutin utilisés dans les plus anciennes démocraties comme le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne ou la France sont les plus défectueux. Cependant, dans le débat public sur les modes de scrutin, quand il y a un débat, ce n'est pas de ce point de vue que les modes de scrutin sont critiqués, mais du point de vue de l'équité entre les partis. La discussion porte toujours sur qu'est-ce qui est juste pour les partis politiques, qu'est-ce qui est équitable pour eux. Est-ce qu'il y a des partis qui sont désavantagés ou maltraités par le mode de scrutin, et non pas qu'est-ce qui est bon pour les citoyens, qu'est-ce qui est juste pour les citoyens, et notamment qu'est-ce qui traite également les citoyens, qu'est-ce qui leur permet d'avoir une influence égale ou pas trop inégale sur
les décisions qui sont prises et qui les concernent, qui ont des conséquences pour eux. Donc cette question de l'équité entre les partis, je vais en parler pendant quelques minutes, parce que c'est là-dessus que les débats publics portent quand il y a une discussion sur une réforme du mode de scrutin. J'en viendrai ensuite à la question beaucoup plus importante de l'égalité entre les citoyens. Les débats publics sur les modes de scrutin sont dominés par l'idée implicite ou explicite qu'un mode de scrutin juste est celui qui permet à tous les partis qui présentent des candidats d'obtenir un nombre d'élus proportionnel au nombre de votes populaires que ce parti a obtenu. En 2017, peu avant l'abandon de la promesse de réforme faite en 2015 par le Premier ministre Trudeau. Le Premier ministre Trudeau est arrivé au pouvoir en 2015 en annonçant que c'était la dernière élection qui était faite selon le scrutin qu'il appelait majoritaire à un tour, qu'il vaut mieux appeler pluralitaire. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. Et en 2017, le comité parlementaire de la Chambre des communes, qui a fait des audiences dans tout le pays, dont une auquel j'ai participé, et a présenté un rapport final recommandant que soit adopté un mode de scrutin permettant un indice de Gallagher inférieur à 5. Beaucoup de gens, dont moi-même, ont découvert l'existence de l'indice de Gallagher. On est allé voir qu'est-ce que ça voulait dire. Alors, c'est un indice d'écart entre les rapports entre les nombres de votes obtenus par les partis et les nombres d'élus qu'ils ont obtenus. C'est une mesure de disproportionnalité. Si l'indice de Gallagher est égal à 0, ça veut dire que la proportionnalité entre les votes dans la population et le nombre d'élus en chambre est exact, ce qui est évidemment impossible. Il faudrait que le nombre d'élus dans l'Assemblée soit aussi nombreux que le nombre de gens qui ont voté. Pour avoir une proportionnalité exacte, ce n'est pas possible, mais on peut approcher, on peut avoir une proportionnalité qui est vraiment bonne, une proportionnalité qui est de moins en moins bonne. Avec un indice de Gallagher de 0, on aurait une proportionnalité parfaite. Quand l'indice de Gallagher augmente, ça veut dire que la proportionnalité devient plus mauvaise. Et la commission, le comité parlementaire spécial chargé de préparer l'adoption du projet de loi a proposé que qu'on adopte un mode de scrutin avec un indice de Gallagher qui soit égal ou inférieur à 5. Et la ministre responsable de la réforme a présenté devant les caméras la formule de calcul de l'indice de Gallagher. Je n'ai pas retrouvé l'image de la ministre faisant ça, mais j'ai retrouvé l'indice et je peux vous le montrer. L'idée implicite du rapport du comité en 2017 est donc qu'un bon mode de scrutin doit permettre un faible écart entre la proportion des votes et celle des nombres d'élus. Lorsque la ministre a présenté cette équation en public, on peut supposer qu'il s'agissait de donner l'impression au public que c'est une question technique et difficile à comprendre pour préparer le terrain à la décision déjà prise par le Premier ministre de ne pas tenir la promesse qu'il avait faite en 2015. Voilà. Donc, peu importe la méthode de calcul de cet indice, ce qu'il faut retenir pour nous, c'est l'idée qu'un mode de scrutin, pour beaucoup de gens, un mode de scrutin est d'autant meilleur qu'il est plus proportionnel. Or, cette idée est fausse. Par exemple, dans le cas des votes uninominaux, un vote uninominal à 2 tours donne un résultat qui est un peu plus juste du point de vue des électeurs
qu'un vote à un seul tour. Parce qu'avec un vote à 2 tours, tous les députés peuvent être élus avec une majorité. Et un vote à 2 tours va donner un indice de Gallagher plus mauvais qu'un vote pluralitaire à un seul tour. Ou un vote à préférence ordonnée va donner un indice de Gallagher plus élevé, donc plus mauvais du point de vue des gens qui pensent qu'il faut avoir un indice de Gallagher bas pour avoir un bon mode de scrutin. Si on le calcule pas, un vote à préférence ordonnée, j'en ai déjà parlé dans la leçon 15, ça a des gros avantages, ça permet aux électeurs de voter sincèrement, ça permet à tous les députés d'être élus avec une majorité dans leur circonscription, ça permet donc d'avoir une assemblée qui est un peu plus représentative de la population dans son ensemble, même si ça reste très imparfait. Si on calcule l'indice de Gallagher en comparant les nombres de premières préférences obtenues par les partis et le nombre d'élus qu'ils ont dans l'Assemblée, évidemment, on obtient un indice de Gallagher plus élevé, donc moins implicitement moins bon, que si on applique le mode de scrutin uninominal de façon simpliste, comme nous le faisons aujourd'hui. L'idée fausse que la proportionnalité des résultats est le critère principal d'un bon mode de scrutin. On la retrouve dans les critiques d'un organisme qui existe, qui a son siège à Toronto, qui s'appelle Fair Vote Canada, qui m'envoie depuis des années toute leur documentation, qui sont un organisme qui milite pour une réforme du mode de scrutin au Canada, ce qui est une bonne idée, qui milite pour un vote proportionnel, ce qui est aussi une bonne idée à condition de le faire convenablement, j'y reviendrai, mais cet organisme est virulent contre l'idée de faire un vote à préférence ordonnée, ce qui a été envisagé par le Premier ministre Trudeau en 2015, où il a employé l'expression vote préférentiel, ranked ballot en anglais, pour désigner ce que j'appelle le vote à préférence ordonnée. Je pense que c'est la façon de le nommer qui risque le moins de créer des confusions en français. Et ils sont virulents contre ça, ça serait pire que tout, ça aggraverait la situation actuelle, parce qu'effectivement, ça diminuerait sans doute un peu les chances des petits partis d'avoir des élus. Ça augmenterait, je crois, je l'expliquerai plus tard, leur chance d'avoir des votes, mais ça diminuerait leur chance d'avoir des élus, parce qu'avec ce système, pour avoir un élu, il faut avoir une majorité après transfert des deuxièmes préférences des candidats qui ne sont pas arrivés à avoir un nombre suffisant de premières préférences. En Ontario, la proposition a été faite récemment, au cours de l'année 2022, je crois, ou à la fin de l'année 2021, par le Premier ministre, de faire une réforme, là aussi, pour garder le scrutin uninominal, mais en l'appliquant avec un système de préférence ordonnée, donc de faire ce qu'on appelle un vote alternatif. C'est le terme technique pour désigner ce type de mode de scrutin. Là aussi, Fair Vote Canada est déchaîné contre ce qui serait, pas une réforme très très fondamentale, mais je pense un petit pas réel dans la bonne direction, qui améliorerait nettement les chances des électeurs d'exercer une influence sur la façon dont ils sont représentés. Je crois que l'explication, c'est que la préoccupation des gens qui militent dans cet organisme, c'est de favoriser la représentation des petits partis dans l'Assemblée. Pas l'idée que le meilleur mode de scrutin, c'est celui qui permet au plus grand nombre possible de petits partis d'être représentés dans une assemblée. Nous verrons que ce n'est pas une bonne idée et que la préoccupation principale, ça ne doit pas être celle-là, ça doit être celle de l'égalité entre les électeurs
quand ils votent. Et de ce point de vue, le mode de scrutin que nous utilisons, qui est utilisé aux États-Unis, qui est utilisé en Grande-Bretagne, est dans une mesure un peu moindre en France, parce que le scrutin à 2 tours n'est pas très préférable au mode de scrutin à un seul tour que nous utilisons. Ce système est, je dirais, presque scandaleux du point de vue de l'égalité entre les citoyens. Notre système électoral uninominal pluralitaire est le pire qu'on puisse utiliser dans une démocratie, presque le pire. Le pire, c'est le scrutin pluralitaire de liste qui est utilisé pour élire les grands électeurs pour l'élection du président des États-Unis. Je crois que les effets scandaleux du point de vue de l'égalité des citoyens du mode de scrutin pluralitaire, c'est maximisé si on l'applique avec un système pluralitaire de liste. Mais chez nous, c'est déjà assez grave. Alors, quelles sont ces inégalités? La première, elle est très très bien connue. C'est l'inégalité de peuplement des circonscriptions uninominales. Pour les élections fédérales au Canada, les circonscriptions les moins peuplées sont celles de l'île du Prince-Édouard. La circonscription de Charlottetown a 3,45 fois moins d'électeurs que la circonscription de Brant en Ontario, qui est une des plus peuplées. Je ne suis pas sûr que ce soit la plus peuplée au Canada. À Charlottetown, les électeurs sont aux élections de 2015, les électeurs étaient 27 891 électeurs inscrits. Et dans la circonscription d'Ontario que je viens de nommer, ils sont 96 000, donc 3 fois et demi plus nombreux dans la circonscription de l'Ontario, ce qui veut dire que chaque électeur de la circonscription de Charlottetown a 3 fois et demi plus d'influence sur le résultat final. Il a une influence qui est très minime, évidemment. Chaque électeur a une influence très minime sur le résultat de l'élection. Mais certains d'entre eux en ont 3 fois et demi plus que d'autres. Au Québec, pour les élections provinciales, le rapport est de 1 à 6 entre les électeurs des îles de la Madeleine et les électeurs de la circonscription de Verchères, par exemple. Alors on me dit, les îles de la Madeleine, c'est une situation bien particulière, il faut bien qu'ils aient un député, peut-être, ça se discute, mais même pour les autres circonscriptions, les électeurs de Verchères ont 2 fois moins d'influence, parce que leur circonscription a 2 fois plus d'électeurs que dans des circonscriptions comme Bonaventure, qui est une circonscription lointaine, mais qui n'est pas dans une île, ou Westmount, qui est dans une île, mais c'est l'île de Montréal, où les électeurs ont 2 fois plus d'influence sur le résultat final de l'élection que les électeurs qui ont la malchance d'habiter dans Verchères. On a là des citoyens à qui le système électoral donne 2 fois moins d'influence qu'à leurs concitoyens, ce qui n'a aucune justification. Ce qui est difficile à éviter, c'est difficile de faire des circonscriptions électorales qui aient exactement le même nombre d'électeurs, et il faut recalculer tout le temps les limites des circonscriptions pour essayer de faire en sorte que les inégalités de peuplement n'augmentent pas trop, etc. C'est très très compliqué ça, et c'est inhérent à ce mode de scrutin. Ça, c'est un problème qui est bien connu. Un deuxième problème qui est beaucoup moins connu et qui est beaucoup plus important pour comprendre les inégalités entre concitoyens dans ce mode de scrutin, c'est l'inégalité d'influence selon qu'on est dans une circonscription où le résultat est très serré, à très peu d'écart entre le gagnant et le deuxième, et les circonscriptions où le résultat est beaucoup plus, l'écart est beaucoup plus important. J'explique ça rapidement. Imaginez qu'on fait voter 11 personnes et que le résultat du vote, c'est 6 contre 5. Chacun des 6 a une influence sur le résultat que nous allons définir comme étant égal à 1. C'est-à-dire, chacun des 6 qui a voté pour la décision pourrait changer la décision s'il avait voté autrement. Chacun est entièrement responsable
de la décision. Et les 5 qui ont voté contre ont autant de pouvoir que les 6 qui ont voté pour, puisque chacun des 5 qui a voté contre pourrait, si un des 6 change son vote, annuler l'effet du changement de vote du 1 des 6 majoritaires en changeant son vote, lui aussi, dans l'autre sens. Vous comprenez ce point, n'est-ce pas? Si l'écart est égal à 1 entre le gagnant et le perdant, chacun de ceux qui votent a un pouvoir complet sur la décision. Donc un pouvoir que je vais définir comme étant égal à 1. Si le vote est de 7 contre 4, chacun a un pouvoir égal à 1,5 ou 0,5. Parce que s'il y a eu 7 personnes qui ont voté pour et 4 qui ont voté contre, pour changer le résultat, il faut que 2 des 7 changent leur vote. Et ensuite, le raisonnement est le même, pas chacun des 4 a autant de pouvoir que chacun des 7, parce qu'il pourrait annuler la décision de chacun des 7 de changer. Bon, si le résultat c'est 8 contre 3, chacun a un pouvoir sur la décision qui est égal à 1/3. C'est-à-dire si le résultat est de 7 contre 4, et puis si on vous demandait à changer votre vote, et puis c'est la façon de voter le permet, vous ne changerez pas le résultat. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui le fasse avec vous. Vous n'avez que la moitié du pouvoir de changer la décision. Vous comprenez ce raisonnement? Il y a l'électeur qui a le plus de pouvoir, c'est l'électeur marginal. Alors, si on applique ce raisonnement sur les grands nombres, que sont les écarts dans les élections au Canada. Par exemple, aux élections de 2015, j'ai pris l'exemple d'une circonscription qui s'appelle Lac-Saint-Louis, dans laquelle il y a 213 voix d'écart entre le gagnant et le deuxième. Et une autre circonscription, qui est aussi au Québec d'ailleurs, qui est pour les élections fédérales, qui s'appelle Pierre-Boucher, les Patriotes Verchères. Décidément, les habitants de Verchères sont désavantagés dans notre système, par nos systèmes électoraux, c'est épouvantable. Là, l'écart est de 29 000, plus de 29 000 votes entre le premier et le deuxième. Ce qui fait que j'ai calculé, vous pouvez aller rechercher les chiffres et refaire le calcul vous-même, chaque électeur de Lac-Saint-Louis a eu, à l'élection de 2015, une influence sur le résultat final qui est très minime, mais qui est 136 fois plus grande que chaque électeur de l'autre circonscription, Pierre Boucher, etc. Et alors, cette question qui est très peu discutée en public au Canada, elle est extrêmement importante et évidemment, elle a une influence très grande sur les stratégies des partis politiques et finalement sur les politiques des partis une fois qu'ils arrivent au pouvoir. Et elle est discutée tout le temps dans le cas des États-Unis, où le phénomène est encore plus flagrant à cause du vote pluralitaire de liste. L'élection américaine se décide dans 5 États, la Floride, le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie et j'en ai oublié un. 4, peu importe. Qui sont les États qui peuvent changer de bord d'une élection à une autre. Et puis, il y a les États comme la Californie ou l'État de New York, où le résultat est connu à l'avance. Même si ce sont des États extrêmement peuplés, qui sont déjà désavantagés parce que le nombre de grands électeurs est égal au nombre d'élus à la Chambre des représentants plus le nombre de sénateurs, ce qui fait que les États moins peuplés ont déjà plus d'influence pour l'élection présidentielle, mais dans certains cas, les États très peuplés, certains États très peuplés, peuvent changer, ont très peu de chances de changer de vote, donc les campagnes électorales peuvent les négliger de façon considérable, et jusqu'à quel point les politiciens, une fois élus, lorsqu'ils font leur politique, sont influencés par ce type de considération, c'est difficile à mesurer, mais on a le droit de le supposer. Et il n'y a aucune justification dans une démocratie de donner
tellement plus d'influence à certains citoyens selon le lieu où ils habitent. Il y a une discrimination sur la base du lieu, vous voulez, dans ces systèmes électoraux qui n'a aucune justification dans une démocratie, qu'il est tout à fait possible de trouver des modes connaît des modes de scrutin qui permettent d'éviter ou de limiter beaucoup ces effets inégalitaires, y compris, j'espère que j'arriverai à aller jusque-là, y compris pour les îles de la Madeleine. On peut trouver un mode de scrutin qui tienne compte de la situation particulière des îles de la Madeleine sans être obligé de donner à chaque habitant des îles de la Madeleine un poids tellement plus grand que chaque habitant de Montréal sur le résultat final de l'élection. Le mode de scrutin pluralitaire, il est très mauvais aussi pour la possibilité de voter sincèrement. Pas mon troisième critère que j'annonçais tout à l'heure en commençant. De nouveau, j'explique de quoi il s'agit. La situation est la suivante. Un électeur est dans une situation où il a un candidat préféré qui est X. Mais il sait que ce candidat X a très peu de chances d'arriver à battre le candidat Z, qui est celui qu'il considère comme le plus détestable. Et donc, il se demande qui de deux autres candidats, Y ou W, a le plus de chances de battre Z. Et il vote non pas pour le candidat qu'il préfère, mais pour celui qu'il ne déteste pas trop et qui a le plus de chances de battre celui qu'il déteste le plus. Ce n'est pas du tout une supposition hypothétique. Je prends de nouveau l'élection de 2015. À l'élection de 2015, beaucoup d'électeurs, dont je faisais partie, étaient persuadés que le plus important était que M. Stephen Harper cesse d'être Premier ministre du Canada. Et la question était quel parti est le plus efficace pour battre les conservateurs? Est-ce que c'est le NPD, qui était l'opposition officielle avant l'élection de 2015, ou est-ce que c'est le Parti libéral, qui a été un parti qui a gagné des élections beaucoup plus souvent que le NPD, qui n'a jamais gagné d'élections au niveau fédéral. Et donc, on pouvait préférer le NPD, mais voter quand même libéral, parce qu'on se dit le NPD n'a pas de chance, donc il faut voter pour le parti qui a une chance de battre le candidat conservateur. Et le problème se posait différemment dans toutes les circonscriptions. Dans chaque circonscription, la configuration de rapport entre les partis politiques était différente, et donc les données de ce calcul-là étaient différentes. Mais ce calcul, il est fait par un très grand nombre d'électeurs, il est normal qu'ils le fassent, ce n'est pas une faute politique ou morale de faire ce type de calcul, mais ce sont des calculs dans lesquels c'est incertain, on peut se tromper, et surtout, ça ouvre la porte à un très grand nombre de manipulations par les rumeurs ou par les sondages. Pas une discussion qui revient perpétuellement dans certaines démocraties, c'est faut-il réglementer la publication des sondages? Faut-il limiter la publication des sondages avant les élections parce que les sondages, ça exerce une influence sur les électeurs? Pourquoi les sondages, ça exerce une influence sur les électeurs? Parce que beaucoup d'électeurs sont obligés de faire un vote stratégique, sont en train de se poser cette question. Non pas quel est le candidat que je préfère, ou le parti que je préfère, ça, ils le savent, mais quel est le candidat qui a le plus de chances de gagner parmi ceux que je ne déteste pas trop. Et ça, c'est influencé par les sondages ou par les rumeurs. Et donc, si on veut voter efficacement dans un système pluralitaire, il faut très souvent
voter stratégiquement, c'est rare qu'on puisse voter sincèrement sans avoir à se poser ce genre de questions. Du moins, il y a toujours un grand nombre de gens pour qui il faut se poser ce genre de questions. Un autre effet du scrutin pluralitaire qui est lui aussi très mal connu et sur lequel je veux insister beaucoup, c'est le fait que le scrutin pluralitaire donne une représentation très partielle de la population dans l'Assemblée qui est élue de cette façon. Je prends deux exemples, l'exemple des élections fédérales de 2015 et des élections québécoises de 2018. Aux élections fédérales de 2015, le Parti libéral a obtenu 54% des sièges à la Chambre des communes avec 39,5% des votes. Alors, on peut dire c'est exagéré, pas ça gonfle la représentation du parti qui gagne. Il n'est pas absurde dans un système politique que le système électoral favorise le gagnant. Hein? Mais si on regarde les choses plus précisément, c'est plus grave que ça, parce que parmi les 39,5% des votes obtenus par le Parti libéral en 2015, il y a tous les votes qui ont été obtenus par des candidats libéraux qui ont été battus dans leur circonscription. Ce qui fait que les 184 députés libéraux, qui sont 54% de la Chambre des communes, ils ont en fait été élus par un peu plus de 26% des gens qui ont voté. Retenez ça. Hein. Ils ont la majorité dans l'Assemblée alors qu'ils ont été élus par 26% des gens qui ont voté. Et si on prend toute la Chambre des communes, tous les députés de la Chambre des communes, si on additionne les votes qu'ils ont obtenus en 2015, ils ont été élus par un peu plus de 47% des gens qui ont voté. Et donc, il y a plus de 52% des gens qui ont voté en 2018 aux élections fédérales dont le vote était perdu. Plus de la moitié des gens votent pour des candidats qui ne sont pas élus. C'est quand même tout à fait extraordinaire. Hein? On se dit, on a une assemblée qui est supposée représenter l'ensemble de la population, avec, c'est vrai, des députés qui disent tous « je vais représenter tous les électeurs de ma circonscription ». En réalité, ils savent très bien qu'ils ont été élus par certains et pas du tout par d'autres. Et ils savent très bien qu'il y a des gens à qui ils doivent faire plus attention qu'à d'autres. Et vous avez une assemblée qui est élue par moins de 50% de la population parmi ceux qui ont voté. Si on faisait le calcul par rapport aux électeurs inscrits, bien sûr, ça donnerait des chiffres encore beaucoup plus bas. Mais on pourrait me dire, les électeurs inscrits qui ne vont pas voter, ils ont le droit d'aller voter, donc tant pis pour eux. Ce qui est un mauvais argument, mais que je ne veux pas discuter maintenant. Ça, c'est les élections fédérales de 2015. Donc retenez ça, 52% de votes perdus, un peu plus de 52% de votes perdus par les gens qui ont voté aux élections de 2015. Aux élections québécoises de 2018, la CAQ, la Coalition Avenir Québec, a obtenu 59% des sièges avec un peu plus de 37% des votes. Et en réalité, les 74 députés de la CAQ ont été élus par un peu moins de 29% des votes valides. Et toute l'Assemblée nationale a été élue par un peu plus de 45% des votes valides, et il y a donc environ 54% des votes qui ont été perdus, qui ont été donnés par des gens qui ont voté et qui ont voté pour des candidats qui n'ont pas été élus, quelquefois pour des candidats du parti qui a gagné, mais qui sont des candidats qui n'ont pas été élus. Donc, de nouveau, vous avez une assemblée qui prétend représenter l'ensemble de la population et qui est élue par une minorité de la population. Et je soupçonne, sans pouvoir le démontrer, qu'une part importante du scepticisme des électeurs
envers l'élection elle-même vient de là. Plus de la moitié de ceux qui votent n'élisent personne. Des chiffres comme ceux-là, par exemple, l'Assemblée qui vient de gagner les élections, qui vient d'être élue, a été élue par 45% des électeurs, ou le parti majoritaire qui vient de conquérir le pouvoir a été élu par 29% des électeurs. Je pense que ces deux chiffres-là devraient être annoncés en grands titres dans les journaux après chaque élection, pour que la population commence à réaliser qu'il y a là un problème sérieux. Je pense qu'il y a une part de désenchantement de la population envers les élections, l'impression que voter, ça ne sert jamais à rien, qu'une part de ce désenchantement vient de là, et que les gens ne savent pas que ça vient de là. Ils ne se rendent pas compte que le système que nous utilisons a pour conséquence que, effectivement, plus de la moitié des gens qui votent dans le vide, votent pour des gens qui ne sont pas élus et donc ne sont pas vraiment représentés, ne se sentent pas représentés par l'Assemblée qui a été élue. Alors, ce mode de scrutin, il a aussi un problème spécifique au Canada, qui est connu depuis longtemps, que je veux mentionner rapidement. C'est l'exagération des antagonismes régionaux. Le scrutin pluralitaire a pour conséquence qu'un parti politique peut gagner une élection au plan fédéral en n'ayant aucun élu dans une province ou aucun élu dans une région, et que ça exagère les oppositions entre les régions. C'est un point qui a été souligné par Alan Cairns dans le numéro de mars 1968 de la Revue canadienne de sciences politiques, qui est un article très très important, je pense, dans l'histoire de la réflexion politique au Canada. C'est un article qu'il faut connaître. Cet article souligne cela. Et dans les discussions sur l'unité canadienne, c'est un article, je vous ai dit, de 1968, donc tous les problèmes de l'unité canadienne, du référendum de 1982, du référendum de 1995, référendum de 1980 et le référendum de 1995, que toutes ces questions-là, les petits drames internes là, sur l'unité du Canada, ce problème du mode de scrutin et des conséquences du mode de scrutin pour nuire à l'unité canadienne. Que les élections de 1993 sont absolument typiques de cela. Cette élection, les libéraux gagnent avec 41%, un peu plus de 41% du vote. Les réformistes ont 18,69% des votes et 52 élus. Les conservateurs ont 16,4% des votes et 2 élus. Le Bloc québécois a 13,52% et 54 élus. Donc, vous vous souvenez, ceux qui sont suffisamment âgés se souviennent, l'étonnement de voir le Bloc québécois devenir l'opposition officielle à Ottawa, avec 13%, 13,5% des votes dans l'ensemble de la population, et 2 sièges de plus, 2 députés de plus que le Parti réformiste, qui n'a eu lui-même que 18,69% des votes, et les conservateurs avec 16,4%, donc nettement plus de votes que le Bloc québécois, a 2 élus, alors que le Bloc québécois en a 54. Et le NPD, avec 6,88% des votes, a 9 élus. Alors, ce qui est remarquable, c'est que dans un pays dont l'unité est menacée à ce moment-là, on est en 1993, après l'échec de l'accord du lac Meech, avant le référendum de 1995, on a un mode de scrutin qui défavorise systématiquement le parti qui a des représentants dans tout le pays, le Parti conservateur, et qui favorise de façon très importante les 2 partis régionaux, le Bloc québécois au Québec et le Parti réformiste, dont tous les élus sont dans l'Ouest
à ce moment-là. Pas si on veut avoir une Chambre des communes qui exagère la division du pays, on a là un cas absolument atypique. Le vote à 2 tours permet une représentation un peu moins partielle dans une assemblée, puisque presque tous les députés ou presque tous les députés en France, où il y a un système électoral à 2 tours, sont élus avec une majorité des gens qui ont voté. Et donc l'Assemblée est toujours élue par nettement plus que 50% des votants. Je n'ai pas fait ce calcul pour les élections françaises qui viennent d'avoir lieu, mais évidemment, ça va donner un résultat dans lequel il y a moins de la moitié des votes qui sont perdus. Continue à y avoir énormément de votes perdus, mais pas plus de la moitié des votes qui sont perdus, comme dans le cas des élections à un seul tour au Canada ou au Québec. Le vote à 2 tours ne dispense pas de faire des calculs stratégiques au premier tour, parce que ce qui est très important, c'est de savoir qui vont être les 2 candidats, quelquefois les 3 candidats, mais c'est rare en France, au 2e tour. Et donc le calcul de je vote pour un tel que je n'aime pas, mais je le vote pour lui pour empêcher qu'un autre que j'aime moins arrive à arriver au 2e tour, etc. Que ce type de calcul stratégique, avec tous les inconvénients que ça a pour la sincérité du vote, que ces problèmes-là se posent au premier tour, dans le cas des élections françaises. Quand il n'y a plus que 2 candidats au 2e tour, là, il n'y a plus de problème de vote stratégique. Alors, le vote à préférence ordonnée, appliqué dans des circonscriptions uninominales, donc ce qu'on appelle le vote alternatif, permet une représentation moins partielle, donc sans doute moins inégale, à celle du vote à 2 tours. Alors, ce n'est pas du tout compliqué. Ce n'est pas du tout compliqué de faire un mode de scrutin dans lequel les électeurs indiquent un ordre de préférence entre les candidats au lieu de voter pour un seul candidat, et dans lequel on procède au dépouillement en éliminant le candidat qui a eu le moins de votes, en transférant les 2e préférences aux autres, en éliminant ensuite, après cette première opération, si personne n'a la majorité, si quelqu'un a la majorité des premières préférences dès le départ, il est élu, puis la question est réglée. Si personne n'a la majorité absolue des premières préférences, on transfère les votes de ceux qui arrivent en dernier, les uns après les autres, pour obtenir le résultat. C'est plus long à calculer. Ça a un avantage énorme pour les électeurs parce que c'est beaucoup plus simple de voter. Parce qu'on n'a plus besoin de faire des suppositions sur les chances comparées des différents candidats. Dans mon exemple de tout à l'heure, mon candidat préféré, c'est le candidat X. Je vote pour lui comme première préférence. Celui que je déteste le plus, c'est le candidat Z. Je le mets en dernier et je mets tous les autres. Peu importe l'ordre dans lequel je mets les autres entre les deux, je fais ce que je peux faire de mieux pour éviter que Z soit élu. Et je peux faire savoir que mon choix préféré, c'est le candidat X. Donc ça limite presque complètement la nécessité du vote stratégique. Les experts vont vous dire, mais si, on peut quand même faire du vote stratégique parce que selon certaines situations, si le 7e arrive avant le 8e ou le 8e avant le 7e, ça fait une différence sur le résultat, ça peut faire une différence sur le résultat final. Oui, bien sûr, mais c'est très difficile de faire ce genre de supposition et c'est très difficile d'influencer les électeurs pour obtenir ce genre d'effet très, très pointu. Donc ça limite considérablement les possibilités de manipulation par les sondages. Si on fait un vote à référence ordonnée, il devient inutile de réglementer la publication des sondages. Ils ne peuvent plus vraiment exercer une influence sur le résultat des élections. Et c'est pourquoi je pense, je l'ai écrit dans un livre il y a quelques années, que ça devrait être une obligation déontologique comme le vote secret.
Le vote secret sert à permettre aux électeurs de voter sincèrement, sans être contrôlés par leur conjoint, leur curé, leur voisin, leur employeur. Et le vote secret est une règle très importante pour la sincérité du vote. Et je pense que de la même façon, le vote à préférence ordonnée est extrêmement important. Préférable au vote à 2 tours, très préférable au vote uninominal à un seul tour ou pluralitaire pour permettre aux citoyens de voter sincèrement. Le vote à préférence ordonnée favorise aussi les partis modérés par rapport aux partis extrémistes, puisque ce sont les partis modérés qui peuvent obtenir les deuxièmes préférences de beaucoup d'autres des électeurs, dont la première préférence est celle de beaucoup d'autres partis. Les petits partis obtiennent sans doute un nombre de votes plus grand. Je pense notamment qu'un parti comme les Verts au Canada, qui représente une préoccupation politique sérieuse et qui obtiennent des votes minuscules dans les élections presque partout, parce que les électeurs qui aimeraient voter pour eux ne votent pour eux que dans les circonscriptions, 1 ou 2 en Colombie-Britannique, où ils ont une chance de gagner. Partout ailleurs, ils savent que c'est un vote gaspillé, et donc ils votent pour un autre parti qui est en fait leur deuxième préférence. Beaucoup de gens font cela, voter pour une deuxième préférence, ou une troisième préférence, quand ils n'en ont qu'une seule. Si on leur donne la possibilité d'indiquer toutes leurs préférences, ils peuvent voter pour même pour un parti qui n'a aucune chance dans leur circonscription. Ça permet de savoir quel est le soutien réel de ce parti dans la population. Au Canada, le soutien réel des Verts dans la population est beaucoup plus important que ce que donnent les résultats que ce que montrent les résultats électoraux. Le deuxième avantage du vote à préférence ordonnée, c'est qu'on saurait à qui sont allées les deuxièmes préférences des électeurs qui ont voté pour les Verts. Et donc, les autres partis politiques, ceux qui ont bénéficié des deuxièmes préférences des électeurs des Verts, se préoccuperaient davantage de garder ces deuxièmes préférences pour la prochaine élection, pour favoriser la prise en compte de la préoccupation écologique ou d'une autre préoccupation minoritaire dans la société. Le vote à préférence ordonnée, c'est vraiment très bien. Et je pense que j'ai vu le chef des Verts québécois comparaître devant la commission, devant laquelle j'ai comparu moi aussi, au début de l'année 2020, à propos du projet de réforme de mode de scrutin au Québec, qui a été abandonné depuis. Et sa préoccupation, c'était d'avoir 1 ou 2 représentants à l'Assemblée nationale. Et apparemment, il ne sait pas, ou personne ne lui a expliqué, que pour l'influence de son parti dans la population, le vote à préférence ordonnée, ça serait beaucoup mieux. Ça ne veut pas dire qu'il aurait plus d'élus. Il pourrait même en avoir 1 ou 2 de moins. C'est-à-dire les chances des tout petits partis de trouver une circonscription où on peut arriver à avoir un élu avec 32% des votes, là, ces chances-là diminuent avec le vote à préférence ordonnée. Parce qu'avec le vote à préférence ordonnée, il faut avoir une majorité après transfert des préférences pour être élu dans une circonscription. Donc on obtient une assemblée qui représente nettement mieux la population, une assemblée qui est un mode de scrutin qui donne un indice de Gallagher plus mauvais que le mode de scrutin uninominal, et un mode de scrutin qui permet aux assemblées, qui permet d'avoir des assemblées qui sont obligées de se préoccuper un peu plus des intérêts ou des opinions ou des préoccupations d'un plus grand nombre de gens dans la population. Mais on va continuer à avoir une assemblée élue par seulement un peu plus que la moitié des gens qui votent. Si on veut
avoir une assemblée où sont représentés presque tous les gens qui votent. Le vote à préférence ordonnée dans des circonscriptions uninominales ne suffit pas. Il faut faire une représentation proportionnelle. Alors, l'adoption d'une représentation proportionnelle serait un progrès important. Alors, au Canada, ça supprimerait le problème que signalait Alan Cairns en 1968. C'est complètement irresponsable au Canada que cette réforme n'ait pas été faite depuis longtemps, parce que l'aggravation des conflits entre les régions, qui est un des problèmes politiques du Canada, aggravation produite par le système électoral, diminuerait beaucoup, parce qu'on n'aurait plus jamais un grand parti politique qui a tous les élus d'une province, dans lequel 40% des gens ont voté pour d'autres partis, mais n'ont pas du tout de représentation à la Chambre des communes. Ce qui exagère beaucoup la perception de l'opposition des opinions entre les différentes régions du pays. Alors, l'inégalité résultant du peuplement des circonscriptions, cette inégalité, elle existe toujours dans un système proportionnel. Je prends un exemple, le cas français. Il y a eu des élections à la proportionnelle en 1986. Depuis 1958, les élections en France sont à uninominales à 2 tours, mais il y a eu une exception avec des élections à la proportionnelle en 1986. Et il y a par exemple une circonscription dans le Nord, le département du Nord, où il fallait élire 24 députés. Il y avait donc 105 000 habitants par député. Et puis dans le département de la Lozère, qui est le département le moins peuplé de France, il fallait quand même qu'il y ait 2 députés, parce que si on veut faire une représentation proportionnelle, on ne peut pas faire élire un seul député. Il fallait qu'il y ait 2 députés, et il y avait 37 000 habitants par député. Donc ça fait 3 fois, les habitants de la Lozère ont 3 fois plus d'influence sur le résultat de l'élection que les habitants du Nord. C'est une inégalité qui existe dans beaucoup de systèmes proportionnels. Il y a une autre inégalité qui, elle, est spécifique des systèmes proportionnels et dont il faut bien tenir compte. C'est la magnitude des circonscriptions. J'ai déjà utilisé ce mot dans la leçon 15. La magnitude d'une circonscription dans un système proportionnel, c'est le nombre de députés élus dans chaque circonscription. Une circonscription qui élit un grand nombre de députés, c'est une circonscription qui a une grande magnitude. Et puis une circonscription qui élit un petit nombre de députés, c'est une petite magnitude. De nouveau, je prends mon exemple français de 1986. Il y a 24 députés dans le Nord, donc pour avoir un élu, il suffit qu'un parti politique ait environ 5% du vote, ou même un peu moins de 5% du vote, on peut avoir un élu dans une circonscription où il y a 24 sièges à pourvoir. Dans la Lozère, avec 2 députés, il faut approcher de 35% des votes pour pouvoir avoir un élu. Et alors, c'est discuté souvent par des gens qui disent c'est injuste pour les partis politiques. Parce que les partis politiques qui ont le plus de chances de gagner dans les circonscriptions rurales, dans les circonscriptions peu peuplées, qui sont souvent les partis plus conservateurs, eux peuvent gagner des sièges dans des circonscriptions, alors que les partis de gauche qui sont forts dans les grandes villes ne peuvent pas gagner du tout dans les circonscriptions rurales et sont obligés de partager le nombre les sièges à pourvoir avec les partis conservateurs. Mais ce qui me semble beaucoup plus grave, c'est l'inéquité entre les citoyens. Le fait que
on donne aux habitants du Nord, dans le cas de la France en 1986, un choix entre beaucoup plus de partis politiques. Tous les partis politiques qui sont capables d'avoir 5% du vote ou plus dans la circonscription. Les gens savent qu'ils ont un choix important. Alors que dans la Lozère, ils savent qu'ils n'ont le choix que entre les 2 ou 3 partis politiques qui sont capables d'avoir à peu près au moins 35% du vote dans le département. Et de nouveau, cette inégalité entre les citoyens, elle n'a aucune justification. Et donc si on fait un système proportionnel, il faut faire un système proportionnel avec des circonscriptions égales ou à peu près égales en nombre de députés élus ou ayant à peu près la même magnitude. Et comme il y a des régions isolées, bon, on peut prendre l'exemple du projet de réforme qui a été fait au Québec en 2019-2020, là, et pour lequel j'ai comparu devant une commission. C'est une des choses que j'ai essayé d'expliquer aux députés et à la ministre responsable de la réforme. Elle a un projet dans lequel un système mixte qui en fait est proportionnel, mais avec une limite de 10% pour avoir le droit à avoir des élus compensatoires, mais dans des régions, appliqué dans des régions administratives, avec des régions où on élit 2 députés, ou 3, et des régions où on en élit 24 ou 25, je ne me souviens plus exactement. Dans le cas de l'île de Montréal, qui est la circonscription qui a le plus grand nombre d'élus. Et là aussi, le choix offert aux citoyens est beaucoup plus large à Montréal que dans les régions périphériques où il n'y a qu'un tout petit nombre de partis qui sont capables d'avoir des élus. Des choses que j'essayais de leur expliquer, c'est qu'il faut faire des circonscriptions électorales égales entre elles en nombre d'élus, et que comme ils voulaient suivre les circonscriptions administratives, et que regrouper les circonscriptions administratives peu peuplées pour faire des circonscriptions électorales aussi peuplées que l'île de Montréal, c'était vraiment très compliqué, que c'était donc plus facile de faire des circonscriptions à 2, 3 sièges, 4 sièges dans les régions administratives qui n'ont que 2, 3 ou 4 députés, et de diviser les autres en un certain nombre de circonscriptions pour que toutes les circonscriptions dans lesquelles se fait le calcul proportionnel, parce qu'il y a aussi des circonscriptions uninominales dans un système mixte, c'est très compliqué, pas la peine que j'entre dans ce genre de détails ici. Ce qu'il faut retenir, c'est que du point de vue de la justice entre les citoyens, de l'égalité entre les citoyens, il ne faut pas faire un système électoral qui offre un choix très différent selon l'endroit où on habite. Il faut essayer de donner un choix à peu près égal. Et que c'est plus facile de le faire en faisant des circonscriptions qui élisent un petit nombre de députés plutôt que des circonscriptions dans lesquelles il y a un grand nombre de députés. C'est pourquoi le vote proportionnel, il faut vraiment distinguer les représentations proportionnelles modérées et les représentations proportionnelles extrêmes. Ça, c'est l'autre idée fondamentale que j'essaie de faire rentrer dans la tête des gens qui m'écoutent dans les salles de cours ou des gens qui m'écoutent quand j'ai comparu devant des commissions parlementaires pour discuter de ce genre de choses. C'est qu'on peut faire une représentation proportionnelle dans des circonscriptions qui ont 3, 4 ou 5 sièges. Ou on peut faire une représentation proportionnelle dans des circonscriptions qui élisent 25, 30, 120 députés dans le cas d'Israël. À ma connaissance, tous les pays où on fait une représentation proportionnelle commettent l'erreur de se dire, on a une grande ville, là, il faut mettre 20 députés, on va faire une représentation proportionnelle avec 20 députés dans cette ville, et puis il y a des régions éloignées où on ne peut faire que 1 ou 2 ou 3 députés, et donc on va faire
des circonscriptions qui élisent seulement 2 ou 3 députés. À ma connaissance, le seul pays qui fait une représentation proportionnelle avec des circonscriptions peu inégales en magnitude, c'est l'Irlande, avec le vote unique transférable en Irlande qui est appliqué dans des circonscriptions de 3 à 5 sièges. Donc il y a peu d'inégalités de magnitude entre les circonscriptions en Irlande, ce qui est une très bonne chose. Je ne sais pas si ça a été fait à cause de la préoccupation égalitaire entre les citoyens que je suis en train d'essayer de vous expliquer, ou seulement parce que le vote unique transférable, j'en reparlerai, j'espère, j'aurai le temps de le faire. Petite interruption technique, je reviens à mon propos. Si les Irlandais font des circonscriptions peu inégales, c'est parce que le vote unique transférable, dont je reparlerai plus tard, j'espère, il est difficile à faire fonctionner si on a 10, 15 ou 20 sièges à pourvoir dans une circonscription. Il vaut mieux en avoir un petit nombre. C'est pour ça qu'ils font un petit nombre partout. Donc ils font des circonscriptions peu inégales et ils font des circonscriptions qui donnent une représentation proportionnelle modérée. Les critiques habituelles qui sont faites à la représentation proportionnelle ne valent que contre les représentations proportionnelles extrêmes. Quand on parle de représentation proportionnelle, on a immédiatement des gens qui sont les défenseurs du statu quo uninominal, et qui nous disent c'est épouvantable, ça a donné la République de Weimar, ça a donné Hitler au pouvoir, ça a donné la 4e République, l'instabilité de la 4e République, à cause du grand nombre des partis à l'Assemblée. Il est bien évident que si on fait une représentation proportionnelle dans des circonscriptions qui ont 3 sièges partout, on fait une représentation proportionnelle dans laquelle un parti politique peut avoir un élu s'il est capable d'avoir 25% des votes dans une circonscription. Et que le risque de prolifération de partis politiques n'est pas du tout le même que si on fait une représentation proportionnelle avec beaucoup de circonscriptions, ou toutes les circonscriptions qui ont plus de 20 sièges à pourvoir, et où donc un parti peut avoir un élu avec 4 ou 5% des votes. Le projet de réforme envisagé en 2019 et abandonné depuis à Québec aurait permis à des candidats indépendants qui étaient curieusement autorisés pour les sièges compensatoires dans un système mixte, qui est un truc complètement absurde. À Montréal, on aurait pu avoir un élu trotskiste avec le système qui était proposé par le gouvernement en 2019. Et donc, le système proportionnel extrême permet d'avoir de meilleurs indices de Gallagher qu'un système proportionnel modéré. Mais comme ça donne un système de décision beaucoup moins efficace, ça équivaut à donner une influence égale aux électeurs sur un système de décision qui fonctionne très très mal. Alors que avec une représentation proportionnelle modérée, on peut avoir un système qui donne un processus de décision efficace, un processus de décision qui peut fonctionner de façon raisonnable, en ayant beaucoup des avantages pour la représentation de la population qu'offre la représentation proportionnelle. Une représentation proportionnelle, même modérée, permet une représentation beaucoup plus complète de la population dans une assemblée. Et je voudrais revenir aux chiffres que je vous donnais tout à l'heure à propos de l'Assemblée nationale élue en 2018 à Québec. On a une Assemblée nationale qui a été élue par 45%, un peu plus de 45% des votes valides et un peu plus de 54% de votes perdus. Et j'ai regardé quelle différence ça ferait
dans 2 régions, en Abitibi-Témiscamingue et en Estrie. En Abitibi-Témiscamingue, on a eu 3 élus dans 3 circonscriptions uninominales. Dans les 3 députés élus en 2018 et qui siègent à l'Assemblée nationale, ils ont obtenu à eux 3 35,8% des votes. Il y a donc eu 64%, un peu plus de 64% de votes perdus dans la région Abitibi-Témiscamingue. Si je prends les mêmes chiffres de vote pour les mêmes partis, je ne change pas la façon dont les gens ont voté. Bien sûr, avec un mode de scrutin différent, ils voteraient différemment. Mais supposons qu'ils votent de la même façon, ou à peu près de la même façon, exactement de la même façon, j'ai pris les chiffres de 2018 et j'ai calculé quel résultat ça donnerait s'ils avaient voté dans une circonscription à 3 sièges avec une représentation proportionnelle. Il y aurait eu 3 députés élus qui n'auraient pas été les mêmes députés que ceux qui ont été élus dans les 3 circonscriptions uninominales. Mais ces 3 députés élus à la proportionnelle auraient été élus par 80% des électeurs. Il n'y a plus que 20% de votes perdus. Le nombre de votes perdus est divisé par 3 si on passe de circonscriptions à 1 siège à des circonscriptions à 3 sièges. Alors, j'ai regardé le résultat pour l'Estrie en 2018. En Estrie, il y a eu 5 députés qui ont été élus dans 5 circonscriptions, avec à eux tous 38,7% des votes, et donc 61,3% de votes perdus. Si on avait fait une représentation proportionnelle avec les gens qui votent de la même façon pour les mêmes partis politiques, qui ont présenté chacun une liste de 5 candidats dans l'ensemble de la circonscription qui élit 5 députés. Les élus auraient été élus par 96% des gens qui ont voté. Il y a encore 4% de votes perdus, au lieu d'avoir 38% d'électeurs qui votent pour des candidats qui sont élus avec le système actuel et 61% des votes perdus en 2018 dans cette circonscription. Ça donne une idée du changement très important que ça peut donner du point de vue du sentiment par les citoyens qu'ils sont représentés, que leur vote a vraiment servi à élire quelqu'un. Et probablement pour la préoccupation des élus de se préoccuper davantage de l'ensemble de la population et non pas de pouvoir se dire il suffit de viser des clientèles bien précises là pour gagner les petits nombres de sièges dont on a besoin, de petits nombres de votes dont on a besoin pour gagner un siège supplémentaire dans cette circonscription. L'objection qu'on fait tout le temps à la représentation proportionnelle, outre de créer l'instabilité, et je crois qu'une représentation proportionnelle avec des circonscriptions qui n'ont pas plus que 5 sièges, ça ne peut pas donner une instabilité politique très très grande. Et c'est l'autre objection que l'on fait tout le temps, c'est la distance entre le député et les électeurs. Les électeurs veulent savoir qui est leur député. Ils veulent savoir à qui s'adresser quand ils ont besoin de l'aide d'un député pour résoudre un problème. Je retourne en Abitibi-Témiscamingue. Aujourd'hui, il y a 3 députés pour l'ensemble de la population. S'ils étaient élus à la proportionnelle, il y aurait aussi 3 députés. Ils ne sont pas obligés de mettre leur bureau de circonscription tous au même endroit. Ils peuvent s'arranger pour se déplacer d'une mairie à une autre, ou je ne sais pas, pour pouvoir rencontrer les gens. Les gens peuvent les contacter par téléphone ou par courriel. Et il n'y a pas moins de députés
pour s'occuper de la population. Ces députés, ils ne sont pas plus loin. Et il y aurait une différence très importante. C'est que aujourd'hui, quand un électeur veut s'adresser à son député, plus d'une fois sur deux, il s'adresse à quelqu'un pour qui il n'a pas voté. Puisqu'il y a plus de la moitié des gens qui ont voté pour des candidats qui ont été battus. Vous vous souvenez de cela? Alors que dans mon hypothèse de l'Abitibi-Témiscamingue de 2018, 80% des gens ont voté pour quelqu'un qui a été élu avec le système proportionnel. Et donc, les citoyens peuvent s'adresser vraiment à leur député, celui pour lequel ils ont voté. Ou, comme évidemment les 3 députés ne seront pas du même parti, aucune chance. Il y aura toujours 1 ou 2 députés qui seront dans la majorité gouvernementale et 1 ou 2 députés qui seront dans l'opposition. Et selon la démarche que l'on veut faire, ça peut être plus utile de s'adresser aux députés qui appartiennent à la majorité gouvernementale ou aux députés qui appartiennent à l'opposition. Que donc on donne un meilleur choix aux citoyens sur comment s'adresser à leurs députés. L'idée que la relation entre les députés et les électeurs va être dégradée si on fait une représentation proportionnelle. Peut-être que c'est un problème dans des circonscriptions qui éliraient 20 ou 30 députés, mais dans des circonscriptions qui éliraient 3 députés. Je ne crois pas que ça serait un problème, ça pourrait même être un progrès pour les citoyens. Pour les députés, ça aurait un inconvénient. C'est que les députés, ils acceptent d'être en concurrence avec d'autres pendant les campagnes électorales. C'est une élection, on n'y peut rien. Mais une fois qu'ils ont gagné, ils aimeraient bien être seuls dans leur circonscription. Alors que là, ils continueraient à avoir dans mon hypothèse toujours d'une circonscription à 3 sièges, il aurait 2 rivaux. Chaque député aurait 2 rivaux. Peut-être que un de ces rivaux, ça serait le député d'un autre parti, ou même un député du même parti. Ça peut être embêtant aussi. Ça peut être embêtant de découvrir que tous les citoyens qui veulent s'adresser à un député, ils ne s'adressent pas à moi, ils s'adressent à quelqu'un d'autre. Les députés seraient dans une situation plus inconfortable ou plus exigeante pour s'occuper de leurs électeurs. S'ils étaient dans une situation où, entre 2 élections, ils ne sont pas le seul député de la circonscription. C'est une des raisons, je crois, pour lesquelles les simples députés s'opposent tellement vivement au projet de réforme électorale. Pas même les députés du parti qui a promis de faire une réforme. C'est les députés de base qui s'y opposent. Il est difficile d'imaginer une réforme électorale qui n'ait pas pour conséquence de changer les conditions de travail des députés. C'est pas la peine de faire. On ne peut pas imaginer une réforme qui n'ait pas cette conséquence-là. Et pour certains d'entre eux, ça dégrade les choses beaucoup, et ça rend les choses plus difficiles. Ça peut rendre les choses plus intéressantes pour les citoyens, mais plus difficiles pour les députés. Et évidemment, ils ne vont pas manquer d'imagination pour inventer des arguments. Les députés sont perpétuellement, quand on discute ce genre de choses, ils sont perpétuellement en train de dire « moi je les connais, mes électeurs, je sais ce qu'ils veulent ». Alors qu'en réalité, ce que dissimule cet argument, c'est ce que veut le député, ou ce que souhaite le député. Les processus d'abandon de réforme électorale. Après 2015 au fédéral, après 2018 au provincial, c'est ce phénomène-là. Les chefs de parti qui ont peut-être cru sincèrement que c'était une bonne chose de faire une réforme électorale se heurtent à une révolte silencieuse, une révolte non déclarée. Les députés ne sortent pas dans la rue pour s'opposer à la réforme, mais ils inventent avec ingéniosité une multiplication d'arguments pour faire comprendre à leur chef que ça n'est pas
que ça n'est pas une bonne idée. Quand j'ai comparu devant la commission fédérale en 2017, je pense, sur la réforme du mode de scrutin. Donc cette commission fédérale, il y avait des députés libéraux et des députés NPD, conservateurs et bloquistes. Et ce qui était remarquable, c'est que ceux qui multipliaient les objections à la possibilité de faire une réforme, c'étaient les membres libéraux de la commission. C'est eux qui n'en voulaient pas à aucun prix. C'est eux qui étaient le parti qui a gagné l'élection précédente et qui savent que toute réforme va diminuer leurs chances de gagner, au moins pour certains d'entre eux. On ne peut pas faire une réforme électorale qui donne les mêmes chances d'être élus à tous les députés. Et ceux qui ont le plus la possibilité de s'opposer à une réforme, c'est ceux qui sont dans la majorité, à l'Assemblée concernée, évidemment. Il y a là un phénomène, je reviendrai un tout petit peu plus tard, mais un phénomène très difficile pour toutes les réformes du mode de scrutin dans n'importe quel pays, et notamment les tentatives de réforme qui ont été faites ici, au Québec ou au Canada, pour lesquelles le problème principal, c'est celui-là. Les petits partis politiques auraient peu de chances supplémentaires d'avoir des élus dans un système proportionnel très modéré. Les partis qui sont capables d'avoir 5 ou 6% des votes, si on a des circonscriptions à 3 sièges, continuent à n'avoir à peu près aucune chance. Il faut vraiment une circonscription bien particulière dans un endroit, comme aujourd'hui. Ils peuvent, dans une circonscription uninominale ou deux, trouver le moyen de se faire d'avoir 35% des votes. Donc, les chances des petits partis politiques augmentent très peu avec une représentation proportionnelle modérée. La qualité de la représentation des électeurs augmente beaucoup et l'efficacité du fonctionnement du système politique n'est pas dégradée par un système modérément proportionnel pour les petits partis politiques. Ce qui est possible de faire, c'est de faire un vote modérément proportionnel à préférence ordonnée, c'est-à-dire dans lequel les électeurs indiquent leur ordre de préférence entre les partis. Donc, la représentation proportionnelle modérée limite les chances des petits partis d'avoir des élus par rapport à une représentation proportionnelle plus extrême. Il faut donc faire un vote à préférence ordonnée qui permet de préserver l'influence des petits partis qui n'ont pas d'élus et permet une assemblée représentant 100% des électeurs qui ont rempli entièrement leur bulletin de vote. Là, tout le monde vote pour quelqu'un qui est élu. Comme une représentation proportionnelle, même modérée, empêche presque complètement qu'un parti ait une majorité à lui seul. Parce que si vous faites des circonscriptions à 3 sièges, vous n'aurez pas un parti politique au Canada ou au Québec, ou dans la plupart des pays, vous n'aurez pas un parti politique qui est capable d'avoir la majorité à lui tout seul à l'Assemblée. Il va donc falloir faire des gouvernements de coalition, ce qui, comme nous l'avons vu dans une leçon précédente, favorise le caractère collégial du gouvernement parlementaire. Et le vote à préférence ordonnée donne des indications sur les coalitions qui sont acceptables par les électeurs. Il y a des systèmes de gouvernement de coalition, de multipartisme dans des systèmes parlementaires avec des gouvernements de coalition qui fonctionnent très très bien lorsque les électeurs acceptent les coalitions, savent qu'ils votent pour un parti politique et que ce parti politique fera telle ou telle alliance et ne fera pas d'autres alliances. Puis il y a les systèmes
de multipartisme dans lequel les partis politiques font des alliances qui sont scandaleuses aux yeux de leurs électeurs. Et ça fonctionne très mal. Mais si les coalitions qui vont être faites sont connues à l'avance par les électeurs, et si elles sont acceptées par les électeurs, évidemment, des gouvernements de coalition, ça peut fonctionner très très bien. Or, le vote à préférence ordonnée, qui permet de savoir que la grande majorité des électeurs qui avaient donné leur première préférence à tel parti ont donné leur deuxième préférence à tel autre parti. Je prends un exemple, les Verts au Canada. Les Verts au Canada, si nous avons des élections modérément proportionnelles avec un vote à préférence ordonnée, les électeurs pour qui les Verts sont la première préférence, ce n'est plus un vote perdu grâce aux préférences ordonnées. Et donc, on va connaître le nombre de gens pour qui les Verts, c'est la première préférence. Facilement 10 ou 12% dans l'ensemble du Canada. Presque partout, ça ne permet pas d'avoir un élu. Mais on saura aussi à qui sont allées les deuxièmes préférences des électeurs des Verts. Une question intéressante, c'est est-ce que ça va aller davantage au NPD ou aux libéraux? Selon les époques, ça aurait pu aller aux libéraux. Probablement, aujourd'hui, ça irait plutôt au NPD, les deuxièmes préférences. Presque certainement, ça n'irait pas aux conservateurs. On pourrait avoir des conservateurs différents qui deviennent écologistes. Il n'y a pas d'impossibilité intellectuelle là ou logique. Et on saura cela. Les politiciens sauront quelles sont les coalitions acceptables pour leurs électeurs, pour conserver les électeurs qui ont voté pour eux, mais seulement en deuxième préférence ou seulement en troisième préférence. Et ça donne, on revient à notre bon vieux Condorcet, si vous voulez, que le système électoral doit favoriser l'agrégation des préférences et la formation de systèmes de préférences transitifs dans la population, dans l'électorat et dans l'Assemblée. Ça ne dépend pas seulement d'un système électoral, mais ça peut être favorisé très efficacement par le système électoral. J'y reviendrai au début de la prochaine leçon. Je vous remercie de votre attention.